Guy de Maupassant, l'aveu. Le soleil de midi tombe en larges pluies sur les champs. Ils s'étendent, onduleux, entre les bouquets d'arbres des fermes. Et les récoltes diverses, les seigles mûrs et les blés jaunissants, les avoines d'un vert clair, les trèfles d'un vert sombre, étalent un grand manteau rayé, remuant et doux sur le ventre nu de la terre. Là-bas, au sommet d'une ondulation, en rangée comme des soldats, une interminable ligne de vaches, les unes couchées, les autres debout, clignant leurs gros yeux sous l'ardente lumière, ruminent et pâturent un trèfle aussi vaste qu'un lac. Et deux femmes, la mère et la fille, vont, d'une allure balancée, l'une devant l'autre, par un étroit sentier creusé dans les récoltes, vers ce régiment de bêtes. Elles portent chacune 2 seaux de zinc maintenus loin du corps par un cerceau de barrique. Et le métal, à chaque pas qu'elles font, jette une flamme éblouissante et blanche sous le soleil qui le frappe. Elles ne parlent point, elles vont traire les vaches. Elles arrivent, posent à terre un seau et s'approchent des 2 premières bêtes, qu'elles vont lever d'un coup de sabot dans les côtes. L'animal se dresse, lentement, d'abord sur ses jambes de devant, puis soulève avec plus de peine sa large croupe, qui semble alourdie par l'énorme mamelle de chair blonde et pendante. Et les 2 malivoires, mère et fille, à genoux sous le ventre de la vache, tirent par un vif mouvement des mains sur le pis gonflé, qui jette, à chaque pression, un mince fil de lait dans le seau. La mousse un peu jaune monte au bord, et les femmes vont de bête en bête jusqu'au bout de la longue file. Dès qu'elles ont fini d'en traire une, elles la déplacent, lui donnant à pâturer un bout de verdure intacte. Puis elles repartent, plus lentement, alourdies par la charge du lait, la mère devant, la fille derrière. Mais celle-ci brusquement s'arrête, pose son fardeau, s'assied et se met à pleurer. La mère malivoire, n'entendant plus marcher, se retourne et demeure stupéfaite. « Qu'est que t'as » dit-elle. Et la fille, Céleste, une grande rousse aux cheveux brûlés, aux joues brûlées, tachées de son, comme si des gouttes de feu lui étaient tombées sur le visage, un jour qu'elle peinait au soleil, murmura en geignant doucement, comme font les enfants battus. « Je ne peux plus porter mon lait. » La mère la regardait d'un air soupçonneux. Elle répéta « Qu'est-ce que t'as ?» Céleste reprit, écroulée par terre entre ses 2 seaux et se cachant les yeux avec son tablier. « Ça me tire trop. Je ne peux pas. » La mère, pour la 3e fois, reprit « Qu'est-ce que t'as donc ?» Et la fille gémit. « Je crois ben que me v'la grosse. » Et elle sanglota. La vieille à son tour posa son fardeau, tellement interdite qu'elle ne trouvait rien. Enfin, elle balbutia. « Te v'la grosse, manante. C'est-il ben possible ?» C'étaient de riches fermiers, les malivoires. Des gens cossus, posés, respectés, malins et puissants. Céleste bégaya. « J'crais ben que oui, tout de même. » La mère effarée regardait sa fille abattue devant elle et larmoyant. Au bout de quelques secondes, elle cria « Te v'la grosse, te v'la grosse. Où que t'as attrapé ça, roulure ?» Et Céleste, toute secouée par l'émotion, murmura « J'crais ben que c'est dans la voiture à Polyte. » La vieille cherchait à comprendre, cherchait à deviner, cherchait à savoir qui avait pu faire ce malheur à sa fille. Si c'était un gars bien riche et bien vu, on verrait à s'arranger. Il n'y aurait encore que demi-mal. Céleste n'était pas la première à qui pareille chose arrivait, mais ça la contrariait tout de même, vu les propos et leur position. Elle reprit. « Et qu'est-ce que c'est qui t'a fait ça, salope ?» Et Céleste, résolue à tout dire, balbutia. « J'crais ben que c'est Polyte. » Alors la mère malivoire, affolée de colère,
se rua sur sa fille et se mit à la battre avec une telle frénésie qu'elle en perdit son bonnet. Elle tapait à grands coups de poing sur la tête, sur le dos, partout, et Céleste, tout à fait allongée entre les deux seaux qui la protégeaient un peu, cachait seulement sa figure entre ses mains. Toutes les vaches, surprises, avaient cessé de pâturer et, s'étant retournées, regardaient de leurs gros yeux. La dernière meugla, le mufle tendu vers les femmes. Après avoir tapé jusqu'à perdre haleine, la mère Malivoire, essoufflée, s'arrêta, et, reprenant un peu ses esprits, elle voulut se rendre tout à fait compte de la situation. « Polyte, si c'est Dieu possible, comment que t'as pu, avec un cocher de diligence? T'avais-tu perdu l'essence? Faut qu'il t'ait jeté un sort, pour sûr, impropre à rien. » Et Céleste, toujours allongée, murmura dans la poussière. « J'y payais point la voiture. » Et la vieille Normande comprit. Toutes les semaines, le mercredi et le samedi, Céleste allait porter au bourg les produits de la ferme, la volaille, la crème et les œufs. Elle partait dès 7 heures avec ses 2 vastes paniers au bras, le laitage dans l'un, les poulets dans l'autre. Et elle allait attendre sur la grande route la voiture de poste d'Yvetot. Elle posait à terre ses marchandises et s'asseyait dans le fossé, tandis que les poules au bec court et pointu et les canards au bec large et plat, passant la tête à travers les barreaux d'osier, regardaient de leurs œils ronds, stupides et surpris. Bientôt la guimbarde, sorte de coffre jaune coiffé d'une casquette de cuir noir, arrivait, secouant son cul au trot saccadé d'une rosse blanche. Et Polyte, le cocher, un gros garçon réjoui, ventru bien que jeune, et tellement cuit par le soleil, brûlé par le vent, trempé par les averses et teinté par l'eau-de-vie qui lavait la face et le cou couleur de brique, criait de loin en faisant claquer son fouet. « Bonjour, mamselle Céleste, la santé, ça va-t-il » Elle lui tendait, l'un après l'autre, ses paniers qu'il casait sur l'impériale, puis elle montait, en levant haut la jambe, pour atteindre le marchepied, en montrant un fort mollet vêtu d'un bas bleu. Et chaque fois, Polyte répétait la même plaisanterie. « Mazette, il n'a pas maigri !» Et elle riait, trouvant ça drôle. Puis il lançait un « cocotte !» qui remettait en route son maigre cheval. Alors Céleste, atteignant son porte-monnaie dans le fond de sa poche, en tirait lentement 10 sous, 6 sous pour elle et 4 pour les paniers, et les passait à Polyte par-dessus l'épaule. Il les prenait en disant « C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade !» Et il riait de tout son cœur en se retournant vers elle pour la regarder à son aise. Il lui en coûtait beaucoup, à elle, de donner chaque fois ce demi-franc pour 3 kilomètres de route. Et quand elle n'avait pas de sous, elle en souffrait davantage encore, ne pouvant se décider à allonger une pièce d'argent. Et un jour, au moment de payer, elle demanda « Pour une bonne pratique, comme mais, vous devriez bien ne prendre que 6 sous. » Il se mit à rire. « 6 sous, ma belle, vous valez mieux que ça, pour sûr. » Elle insistait. « Ça vous fait pas moins 2 francs par mois. » Il cria en tapant sur sa rosse. « Tenez, je suis coulant. Je vous passerai ça pour une rigolade. » Elle demanda d'un air niais. « Qu'est-ce que c'est que vous dites ?» Il s'amusait tellement qu'il toussait à force de rire. « Une rigolade, c'est une rigolade, pardi. Une rigolade fille et garçon. En avant 2 sans musique. » Elle comprit, rougit et déclara « Je ne suis pas de ce jeu-là, monsieur Polyte. » Mais il ne s'intimida pas et il répétait, s'amusant de plus en plus. « Vous y viendrez, la belle, une rigolade fille et garçon. » Et depuis lors, chaque fois qu'elle le payait, il avait pris l'usage de demander « C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade ?» Elle plaisantait aussi là-dessus, maintenant, et elle répondait « Pas pour aujourd'hui, monsieur Polyte, mais c'est pour samedi, pour sûr alors. » Et il criait en riant toujours « Entendu pour samedi, ma belle !» Mais elle calculait en dedans que, depuis 2 ans que durait la chose, elle avait bien payé 48 francs à Polyte, et 48 francs à la campagne ne se trouvent pas dans une ornière.
Et elle calculait aussi que, dans 2 années encore, elle aurait payé près de 100 francs. Si bien qu'un jour de printemps qu'ils étaient seuls, comme il demandait selon sa coutume « C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade ?» Elle répondit « À votre désir, monsieur Polyte. » Il ne s'étonna pas du tout et enjamba la banquette de derrière en murmurant d'un air content « Et allons donc, je savais bien qu'on y viendrait. » Et le vieux cheval blanc se mit à trottiner d'un train si doux qu'il semblait danser sur place, sourd à la voix qui criait parfois du fond de la voiture « Hue donc, cocotte! Hue donc, cocotte !» 3 mois plus tard, Céleste s'aperçut qu'elle était grosse. Elle avait dit tout cela d'une voix larmoyante à sa mère, et la vieille, pâle de fureur, demanda « Combien que ça y a coûté, alors ?» Céleste répondit « 4 mois, ça fait 8 francs, pour sûr. » Alors la rage de la campagnarde se déchaîna éperdument, et, retombant sur sa fille, elle la rebattit jusqu'à perdre le souffle. Puis, s'étant relevée, « Y as-tu dit que t'étais grosse ?»« Mais non, pour sûr. »« Pour qu'est que tu y as point dit ?»« Parce qu'il m'aurait fait repayer peut-être ben. » Et la vieille songea, puis, reprenant ses seaux, « Allons, lève-t'es, et tâche à venir. » Puis, après un silence, elle reprit. « Et puis, n'y dis rien tant qu'il n'y verra point. Que j'y gagnions ben 6 ou 8 mois. » Et Céleste, s'étant redressée, pleurant encore, décoiffée et bouffie, se remit en marche d'un pas lourd en murmurant « Pour sûr que j'y dirai point. » La dot. Personne ne s'étonna du mariage de maître Simon Le Brumand avec mademoiselle Jeanne Cordier. Maître Le Brumand venait d'acheter l'étude de notaire de maître Papillon. Il fallait, bien entendu, de l'argent pour la payer. Et mademoiselle Jeanne Cordier avait 300 000 francs liquides, en billets de banque et en titres au porteur. Maître Le Brumand était un beau garçon qui avait du chic, un chic notaire, un chic province, mais enfin du chic, ce qui était rare à Boutigny-le-Rebourg. Mademoiselle Cordier avait de la grâce et de la fraîcheur, de la grâce un peu gauche et de la fraîcheur un peu fagotée, mais c'était, en somme, une belle fille désirable et fêtable. La cérémonie d'épousailles mit tout Boutigny sans dessus-dessous. On admira fort les mariés qui rentrèrent cacher leur bonheur au domicile conjugal, ayant résolu de faire tout simplement un petit voyage à Paris après quelques jours de tête-à-tête. Il fut charmant ce tête-à-tête, maître Le Brumand ayant su apporter dans ses premiers rapports avec sa femme une adresse, une délicatesse et un à-propos remarquables. Il avait pris pour devise « Tout vient à point, à qui sait attendre ». Il sut être, en même temps, patient et énergique. Le succès fut rapide et complet. Au bout de 4 jours, madame Le Brumand adorait son mari. Elle ne pouvait plus se passer de lui. Il fallait qu'elle lût tout le jour près d'elle pour le caresser, l'embrasser, lui tripoter les mains, la barbe, le nez, etc. Elle s'asseyait sur ses genoux et, le prenant par les oreilles, elle disait « Ouvre la bouche et ferme les yeux ». Il ouvrait la bouche avec confiance, fermait les yeux à moitié, et il recevait un bon baiser bien tendre, bien long, qui lui faisait passer de grands frissons dans le dos. Et à son tour, il n'avait pas assez de caresses, pas assez de lèvres, pas assez de mains, pas assez de toute sa personne pour fêter sa femme du matin au soir et du soir au matin. Une fois la première semaine écoulée, il dit à sa jeune compagne « Si tu veux, nous partirons pour Paris mardi prochain. Nous ferons comme les amoureux qui ne sont pas mariés. Nous irons dans les restaurants, au théâtre, dans les cafés-concerts, partout, partout. » Elle sautait de joie. « Oh oui, allons-y le plus tôt possible. » Il reprit. « Et puis, comme il ne faut rien oublier, préviens ton père de tenir ta dot toute prête. Je l'emporterai avec nous et je payerai par la même occasion maître Papillon. » Elle prononça « Je le lui dirai demain matin. » Et il la saisit dans ses bras pour recommencer ce petit jeu de tendresse qu'elle aimait tant, depuis 8 jours. Le mardi suivant,
Le beau-père et la belle-mère accompagnèrent à la gare leur fille et leur gendre qui partaient pour la capitale. Le beau-père disait « Je vous jure que c'est imprudent d'emporter tant d'argent dans votre portefeuille. » Et le jeune notaire souriait. « Ne vous inquiétez de rien, beau papa, j'ai l'habitude de ces choses-là. Vous comprenez que, dans ma profession, il m'arrive quelquefois d'avoir près d'1 million sur moi. De cette façon, au moins, nous évitons un tas de formalités et un tas de retards. Ne vous inquiétez de rien. » L'employé criait « Les voyageurs pour Paris en voiture !» Ils se précipitèrent dans un wagon où se trouvaient 2 vieilles dames. Le brumant murmura à l'oreille de sa femme « C'est ennuyeux, je ne pourrais pas fumer. » Elle répondit tout bas « Moi aussi, ça m'ennuie bien, mais ce n'est pas à cause de ton cigare. » Le train siffla et partit. Le trajet dura 1 heure, pendant laquelle ils ne dirent pas grand-chose, car les 2 vieilles femmes ne dormaient point. Dès qu'ils furent dans la cour de la gare Saint-Lazare, maître Lebrumand dit à sa femme « Si tu veux, ma chérie, nous allons d'abord déjeuner au boulevard. Puis nous reviendrons tranquillement chercher notre malle pour la porter à l'hôtel. » Elle y consentit tout de suite. « Oh oui, allons déjeuner au restaurant. Est-ce loin ?» Il reprit « Oui, un peu loin, mais nous allons prendre l'omnibus. » Elle s'étonna. « Pourquoi ne prenons-nous pas un fiacre ?» Il se mit à la gronder en souriant. « C'est comme ça que tu es économe, hein. Un fiacre pour 5 minutes de route. 6 sous par minute. Tu ne te priverais de rien. »« C'est vrai, » dit-elle, un peu confuse. Un gros omnibus passait, au trot des 3 chevaux. Lebrumand cria « Conducteur ! Hé, conducteur !» La lourde voiture s'arrêta, et le jeune notaire, poussant sa femme, lui dit très vite « Monte dans l'intérieur, moi je grimpe dessus pour fumer au moins une cigarette avant mon déjeuner. » Elle n'eut pas le temps de répondre. Le conducteur, qui l'avait saisie par le bras pour l'aider à escalader le marchepied, la précipita dans sa voiture et elle tomba, effarée, sur une banquette, regardant avec stupeur, par la vitre de derrière, les pieds de son mari qui grimpait sur l'impériale. Et elle demeura immobile entre un gros monsieur qui sentait la pipe et une vieille femme qui sentait le chien. Tous les autres voyageurs, alignés et muets, un garçon épicier, une ouvrière, un sergent d'infanterie, un monsieur à lunettes d'or coiffé d'un chapeau de soie aux bords énormes relevés comme des gouttières, 2 dames à l'air important et grincheux, qui semblaient dire par leur attitude « Nous sommes ici, mais nous valons mieux que ça. » 2 bonnes sœurs, une fille en cheveux et un croque-mort, avaient l'air d'une collection de caricatures, d'un musée des grotesques, d'une série de charges de la face humaine, semblables à ces rangées de pantins comiques qu'on abat dans les foires avec des balles. Les cahots de la voiture ballottaient un peu leur tête, les secouaient, faisaient trembloter la peau flasque des joues. Et la trépidation des roues, les abrutissant, ils semblaient idiots et endormis. La jeune femme demeurait inerte. « Pourquoi n'est-il pas venu avec moi ?» se disait-elle. Une tristesse vague l'oppressait. Il aurait bien pu, vraiment, se priver de cette cigarette. Les bonnes sœurs firent signe d'arrêter, puis elles sortirent l'une devant l'autre, répandant une odeur fade de vieilles jupes. On repartit, puis on s'arrêta de nouveau. Et une cuisinière monta, rouge, essoufflée. Elle s'assit et posa sur ses genoux son panier aux provisions. Une forte senteur d'eau de vaisselle se répandit dans l'omnibus. « C'est plus loin que je n'aurais cru, » pensait Jeanne. Le croque-mort s'en alla et fut remplacé par un cocher qui fleurait l'écurie. La fille en cheveux eut pour successeur un commissionnaire dont les pieds exhalaient le parfum de ses courses. La notéresse se sentait mal à l'aise, écœurée, prête à pleurer sans savoir pourquoi. D'autres personnes descendirent, d'autres montèrent. L'omnibus allait toujours par les interminables rues, s'arrêtait aux stations, se remettait en route. « Comme c'est loin, » se disait Jeanne, « pourvu qu'il n'ait pas eu une distraction, qu'il ne soit pas endormi. Il s'est bien fatigué depuis quelques jours. » Peu à peu, tous les voyageurs s'en allaient. Elle resta seule, toute seule. Le conducteur cria
Vaugirard. Comme elle ne bougeait point, il répéta Vaugirard. Elle le regarda, comprenant que ce mot s'adressait à elle, puisqu'elle n'avait plus de voisin. L'homme dit, pour la 3e fois, Vaugirard. Alors elle demanda Où sommes-nous ? Il répondit d'un ton bourru Nous sommes à Vaugirard, parbleu. Voilà 20 fois que je le crie. Est-ce loin du boulevard ? dit-elle. Quel boulevard ? Mais le boulevard des Italiens. Il y a beau temps qu'il est passé. Ah, voulez-vous bien prévenir mon mari ? Votre mari ? Où ça ? Mais sur l'Impériale ? Sur l'Impériale. V'là longtemps qu'il n'y a plus personne. Elle eut un geste de terreur. Comment ça ? Ce n'est pas possible. Il est monté avec moi. Regardez bien, il doit y être. Le conducteur devenait grossier. Allons, la petite, assez causé. Un homme de perdu, 10 de retrouvé. Décanillez, c'est fini. Vous en trouverez un autre dans la rue. Des larmes lui montaient aux yeux. Elle insista. Mais, monsieur, vous vous trompez. Je vous assure que vous vous trompez. Il avait un gros portefeuille sous le bras. L'employé se mit à rire. Un gros portefeuille ? Ah oui, il est descendu à la Madeleine. C'est égal, il vous a bien lâché. Ha ha ha. La voiture s'était arrêtée. Elle en sortit et regarda, malgré elle, d'un mouvement instinctif de l'œil, sur le toit de l'omnibus. Il était totalement désert. Alors elle se mit à pleurer, et tout haut, sans songer qu'on l'écoutait et qu'on la regardait, elle prononça « Qu'est-ce que je vais devenir ?» L'inspecteur du bureau s'approcha. « Qu'y a-t-il » Le conducteur répondit d'un ton goguenard « C'est une dame que son époux a lâchée en route. » L'autre reprit « Bon, ce n'est rien, occupez-vous de votre service. » Et il tourna les talons. Alors elle se mit à marcher devant elle, trop effarée, trop affolée pour comprendre même ce qui lui arrivait. Où allait-elle aller ? Qu'allait-elle faire ? Que lui était-il arrivé à lui ? D'où venait une pareille erreur, un pareil oubli, une pareille méprise, une si incroyable distraction ? Elle avait 2 francs dans sa poche. À qui s'adresser ? Et, tout d'un coup, le souvenir lui vint de son cousin Barral, sous-chef de bureau à la marine. Elle possédait juste de quoi payer la course en fiacre. Elle se fit conduire chez lui, et elle le rencontra comme il partait pour son ministère. Il portait, ainsi que le Brumand, un gros portefeuille sous le bras. Elle s'élança de sa voiture. « Henri !» cria-t-elle. Il s'arrêta, stupéfait. « Jeanne ? Ici ? Toute seule ? Que faites-vous ? D'où venez-vous ?» Elle balbutia, les yeux pleins de larmes. « Mon mari s'est perdu tout à l'heure. »« Perdu ? Où ça ? » ?»« Sur un omnibus. »« Sur un omnibus ? Oh !» Et elle lui conta en pleurant son aventure. Il l'écoutait, réfléchissant. Il demanda « Ce matin, il avait la tête bien calme ? » ?»« Oui. »« Bon. Avait-il beaucoup d'argent sur lui ? » ?»« Oui, il portait ma dot. »« Votre dot ? Tout entière ? » ?»« Tout entière, pour payer son étude tantôt. »« Eh bien, ma chère cousine, votre mari, à l'heure qu'il est, doit filer sur la Belgique. » Elle ne comprenait pas encore. Elle bégayait. « Mon mari, vous dites… » ?»« Je dis qu'il a raflé votre capital, et voilà tout. » Elle restait debout, suffoquée, murmurant. « Alors c'est un misérable !» Puis, défaillant d'émotion, elle tomba sur le gilet de son cousin en sanglotant. Comme on s'arrêtait pour les regarder, il la poussa, tout doucement, sous l'entrée de sa maison, et, la soutenant par la taille, il lui fit monter son escalier, et comme sa bonne interdite ouvrait la porte, il commanda « Sophie, courez au restaurant chercher un déjeuner pour 2 personnes. Je n'irai pas au ministère aujourd'hui. » Le port. Sorti du Havre le 3 mai 1882,
pour un voyage dans les mers de Chine, le 3-mâts carré Notre-Dame des Vents rentra au port de Marseille le 8 août 1886, après 4 ans de voyage. Son premier chargement déposé dans le port chinois où il se rendait, il avait trouvé sur le champ un fret nouveau pour Buenos Aires, et de là avait pris des marchandises pour le Brésil. D'autres traversées, encore des avaries, des réparations, les calmes de plusieurs mois, les coups de vent qui jettent hors la route, tous les accidents, aventures et mésaventures de mer, enfin, avait tenu loin de sa patrie ce 3-mâts normand qui revenait à Marseille le ventre plein de boîtes de fer-blanc contenant des conserves d'Amérique. Au départ, il avait à bord, outre le capitaine et le second, 14 matelots, 8 Normands et 6 Bretons. Au retour, il ne lui restait plus que 5 Bretons et 4 Normands. Le Breton était mort en route. Les 4 Normands disparus en des circonstances diverses avaient été remplacés par 2 Américains, un nègre et un Norvégien racolés un soir dans un cabaret de Singapour. Le gros bateau, les voiles carguées, vergue en croix sur sa mâture, traîné par un remorqueur marseillais qui haletait devant lui, roulant sur un reste de houle que le calme survenu laissait mourir tout doucement, passa devant le château d'If, puis sous tous les rochers gris de la rade que le soleil couchant couvrait d'une buée d'or, et il entra dans le vieux port où sont entassés, flanc contre flanc, le long des quais, tous les navires du monde, pêle-mêle, grands et petits, de toutes formes et de tout gréement, trempant comme une bouillabaisse de bateaux en ce bassin trop restreint, plein d'eau putride où les coques se frôlent, se frottent, semblent mariner dans un jus de flotte. Notre-Dame des Vents prit sa place entre un brick italien et une goélette anglaise qui s'écartèrent pour laisser passer ce camarade. Puis, quand toutes les formalités de la douane et du port eurent été remplies, le capitaine autorisa les 2 tiers de son équipage à passer la soirée dehors. La nuit était venue, Marseille s'éclairait. Dans la chaleur de ce soir d'été, un fumet de cuisine à l'ail flottait sur la cité bruyante, pleine de voix, de roulements, de claquements, de gaieté méridionale. Dès qu'ils se sentirent sur le port, les 10 hommes que la mer roulait depuis des mois se mirent en marche tout doucement, avec une hésitation d'être dépaysés, désaccoutumés des villes, 2 par 2, en procession. Ils se balançaient, s'orientaient, flairant les ruelles qui aboutissent au port, enfiévrés par un appétit d'amour qui avait grandi dans leur corps pendant leurs derniers 70 jours de mer. Les Normands marchaient en tête, conduits par Célestin Duclos, un grand gars fort et malin qui servait de capitaine aux autres chaque fois qu'il mettait pied à terre. Il devinait les bons endroits, inventait des tours de sa façon et ne s'aventurait pas trop dans les bagarres si fréquentes entre matelots dans les ports. Mais quand il y était pris, il ne redoutait personne. Après quelque hésitation entre toutes les rues obscures qui descendent vers la mer comme des égouts et dont sortent des odeurs lourdes, une sorte d'haleine de bouge, Célestin se décida pour une espèce de couloir tortueux où brillaient, au-dessus des portes, des lanternes en saillie portant des numéros énormes sur leurs verres dépolis et colorés. Sous la voûte étroite des entrées, des femmes en tablier, pareilles à des bonnes, assises sur des chaises de paille, se levaient en les voyant venir, faisaient 3 pas jusqu'au ruisseau qui séparait la rue en 2 et coupait la route à cette file d'hommes qui s'avançaient lentement, en chantonnant et en ricanant, allumés déjà par le voisinage de ces prisons de prostituées. Quelquefois, au fond d'un vestibule, apparaissait derrière une seconde porte ouverte, soudain, et capitonnée de cuir brun, une grosse fille dévêtue, dont les cuisses lourdes et les mollets gras se dessinaient brusquement sous un grossier maillot de coton blanc. Sa jupe courte avait l'air d'une ceinture bouffante, et la chair molle de sa poitrine, de ses épaules et de ses bras faisait une tache rose sur un corsage de velours noir brodé d'un galon d'or. Elle appelait de loin « Venez-vous, joli garçon !» et parfois sortait elle-même pour s'accrocher à l'un d'eux et l'attirer vers sa porte,
de toute sa force, cramponnée à lui comme une araignée qui traîne une bête plus grosse qu'elle. L'homme, soulevé par ce contact, résistait mollement, et les autres s'arrêtaient pour regarder, hésitant entre l'envie d'entrer tout de suite et celle de prolonger encore cette promenade appétissante. Puis, quand la femme, après des efforts acharnés, avait attiré le matelot jusqu'au seuil de son logis, où toute la bande allait s'engouffrer derrière lui, Célestin Duclos, qui s'y connaissait en maison, criait soudain « Entre pas là, marchand, c'est pas l'endroit !» L'homme alors, obéissant à cette voix, se dégageait d'une secousse brutale, et les amis se reformaient en bande, poursuivis par les injures immondes de la fille exaspérée, tandis que d'autres femmes, tout le long de la ruelle, devant eux, sortaient de leurs portes, attirées par le bruit, et lançaient, avec des voix enrouées, des appels pleins de promesses. Ils allaient donc, de plus en plus allumés, entre les cajoleries et les séductions annoncées par le cœur des portières d'amour de tout le haut de la rue, et les malédictions ignobles lancées contre eux par le cœur d'en bas, par le cœur méprisé des filles désappointées. De temps en temps, ils rencontraient une autre bande, des soldats qui marchaient avec un battement de fer sur la jambe, des matelots encore, des bourgeois isolés, des employés de commerce. Partout s'ouvraient de nouvelles rues étroites, étoilées de fanaux louches. Ils allaient toujours dans ce labyrinthe de bouges, sur ces pavés gras où suintaient des eaux putrides entre ces murs pleins de chair de femme. Enfin Duclos se décida, et s'arrêtant devant une maison d'assez belle apparence, il y fit entrer tout son monde. 2. La fête fut complète. 4 heures durant, les 10 matelots se gorgèrent d'amour et de vin. 6 mois de solde y passèrent. Dans la grande salle du café, ils étaient installés en maîtres, regardant d'un œil malveillant les habitués ordinaires qui s'installaient aux petites tables, dans les coins, où une des filles demeurait libre, vêtue en gros baby ou en chanteuse de café-concert, courait les servir, puis s'asseyait près d'eux. Chaque homme, en arrivant, avait choisi sa compagne qu'il garda toute la soirée, car le populaire n'est pas changeant. On avait rapproché 3 tables et, après la première rasade, la procession dédoublée, accrue d'autant de femmes qu'il y avait de mathurins, s'était reformée dans l'escalier. Sur les marches de bois, les 4 pieds de chaque couple sonnèrent longtemps, pendant que s'engouffrait, dans la porte étroite qui menait aux chambres, ce long défilé d'amoureux. Puis on redescendit pour boire, puis on remonta de nouveau, puis on redescendit encore. Maintenant, presque gris, ils gueulaient. Chacun d'eux, les yeux rouges, sa préférée sur les genoux, chantait ou criait, tapait à coups de poing la table, s'entonnait du vin dans la gorge, lâchait en liberté la brute humaine. Au milieu d'eux, Célestin Duclos, serrant contre lui une grande fille aux joues rouges, à cheval sur ses jambes, la regardait avec ardeur. Moins ivre que les autres, non qu'il eût moins bu, il avait encore d'autres pensées, et, plus tendre, cherchait à causer. Ses idées le fuyaient un peu, s'en allaient, revenaient et disparaissaient sans qu'il pût se souvenir au juste de ce qu'il avait voulu dire. Il riait, répétant « Pour l'or, v'là longtemps que t'es ici. » 6 mois, répondit la fille. Il eut l'air content pour elle, comme si c'eût été une preuve de bonne conduite, et il reprit « Aimes-tu cette vie-là » Elle hésita, puis, résignée, « On s'y fait. C'est pas plus embêtant qu'autre chose. Être servante ou bien rouleuse, c'est toujours des sales métiers. » Il eut l'air d'approuver encore cette vérité. « T'es pas d'ici, dit-il. » Elle fit non de la tête, sans répondre. « T'es de loin ?» Elle fit oui, de la même façon. « D'où ça ?» Elle parut chercher, rassembler des souvenirs, puis murmura « De Perpignan. » Il fut de nouveau très satisfait et dit « Ah oui ?» À son tour, elle demanda « Toi, t'es marin ?»« Oui, ma belle. »« Tu viens de loin ?»« Ah oui,
J'en ai vu des pays, des ports et de tout. T'as fait le tour du monde, peut-être ? Je te crois, plutôt 2 fois qu'une. De nouveau, elle parut hésiter, chercher en sa tête une chose oubliée, puis, d'une voix un peu différente, plus sérieuse. T'as rencontré beaucoup de navires dans tes voyages ? Je te crois, ma belle. T'aurais pas vu Notre-Dame des Vents, par hasard ? Il ricana. Pas plus tard que l'autre semaine. Elle pâlit, tout le sang quittant ses joues, et demanda. Vrai ? Bien vrai ? Vrai comme je te parle. Tu mens pas, au moins. Il leva la main. Devant le bon Dieu, dit-il. Alors, sais-tu si Célestin Duclos est toujours dessus ? Il fut surpris, inquiet, voulut, avant de répondre, en savoir davantage. Tu le connais ? À son tour, elle devint méfiante. Oh, pas moi, c'est une femme qui le connaît. Une femme d'ici ? Non, d'à côté. Dans la rue ? Non, dans l'autre. Qu'est femme ? Mais une femme donc, une femme comme moi. Qu'est qu'il y veut, cette femme ? Je sais t'aimer, quelque pays. Ils se regardèrent au fond des yeux, pour s'épier, sentant, devinant que quelque chose de grave allait surgir entre eux. Il reprit. Je peux-t'y la voir, c'te femme ? Quoi que tu l'y dirais ? J'y dirais que j'ai vu Célestin Duclos. Il se portait bien, au moins. Comme toi et moi, c'est un gars. Elle se tut encore, rassemblant ses idées, puis, avec lenteur. Où qu'elle allait, Notre-Dame des Vents ? Mais à Marseille, donc. Elle ne put réprimer un sursaut. Ben vrai ? Ben vrai. Tu le connais, Duclos ? Oui, je le connais. Elle hésita encore, puis tout doucement. Ben, c'est ben. Qu'est-ce que tu lui veux ? Écoute, tu y diras. Non, rien. Il la regardait toujours de plus en plus gêné. Enfin, il voulut savoir. Tu le connais y tout, t'es ? Non, dit-elle. Alors, qu'est-ce que tu lui veux ? Elle prit brusquement une résolution, se leva, courut au comptoir où trônait la patronne, saisit un citron qu'elle ouvrit et dont elle fit couler le jus dans un verre, puis elle emplit d'eau pure ce verre et, le rapportant, « Bois ça. » « Pourquoi ? » ?»« Pour faire passer le vin. Je te parlerai d'ensuite. » Il but docilement, essuya ses lèvres d'un revers de main, puis annonça. « Ça y est, je t'écoute. » « Tu vas me promettre de ne pas l'y compter que tu m'as vu, ni de qui tu sais ce que je te dirai. Faut jurer. » Il leva la main, sournois. « Ça, je le jure. »« Sur le bon Dieu ?»« Sur le bon Dieu. »« Eh ben, tu lui diras que son père est mort, que sa mère est morte, que son frère est mort, tous 3 en 1 mois, de fièvre typhoïde, en janvier 1883. V'là 3 ans et demi. À son tour, il sentit que tout son sang lui remuait dans le corps, et il demeura pendant quelques instants tellement saisi qu'il ne trouvait rien à répondre. Puis il douta et demanda. « T'es sûr ? » ?»« J'en suis sûr. »« Qu'est qui te l'a dit ? » Elle posa les mains sur ses épaules et, le regardant au fond des yeux, « Tu jures de ne pas bavarder ? » ?»« Je le jure. »« Je suis sa sœur. » Il jeta ce nom malgré lui. « Françoise ?» Elle le contempla de nouveau fixement, puis, soulevée par une épouvante folle, par une horreur profonde, elle murmura tout bas, presque dans sa bouche. « Oh, oh, c'est toi, Célestin ?» Ils ne bougèrent plus, les yeux dans les yeux. Autour d'eux, les camarades hurlaient toujours. Le bruit des verres, des poings, des talons, scandant les refrains et les cris aigus des femmes, se mêlait au vacarme des chants. Il la sentait sur lui, enlacée à lui, chaude et terrifiée. Sa sœur.
Alors, tout bas, de peur que quelqu'un l'écoutât, si bas qu'elle-même l'entendit à peine, « Malheur, j'avons fait de la belle besogne. » Elle eut, en une seconde, les yeux pleins de larmes et balbutia. « C'est-il de ma faute ?» Mais lui, soudain, « Alors, ils sont morts ?»« Ils sont morts. Le P, la Mé et le Fré, les trois en un mois, comme je t'ai dit. » J'ai resté seule, sans rien que mes hardes, vu que je devions le pharmacien, le médecin et l'enterrement des trois défunts, que j'ai payé avec les meubles. J'entrais pour lors comme servante chez Maître Cacheux, tu sais bien, le boiteux. J'avais 15 ans tout juste à ce moment-là, puisque t'es parti quand j'en avais point 14. J'ai fait une faute avec lui. On est si bête quand on est jeune. Puis j'allais comme bonne du notaire, qui m'a aussi débauchée et qui me conduisit au Havre dans une chambre. Bientôt, il n'est point revenu. J'ai passé 3 jours sans manger, et puis, ne trouvant pas d'ouvrage, je suis entrée en maison, comme bien d'autres. J'en ai vu aussi du pays, moi. Ah, et du sale pays. Rouen, Évreux, Lille, Bordeaux, Perpignan, Nice, et puis Marseille, où me v'là. Des larmes lui sortaient des yeux et du nez, mouillaient ses joues, coulaient dans sa bouche. Elle reprit. « Je te croyais mort aussi, mon pauvre Célestin. » Il dit. « Je t'aurais point reconnu, mais t'étais si petite alors, et te v'là si forte. Mais comment que tu m'as point reconnue, Elle eut un geste désespéré. « Je vois tant d'hommes qu'ils me semblent tous pareils. » Il la regardait toujours au fond des yeux, étreint par une émotion confuse et si forte qu'il avait envie de crier comme un petit enfant combat. Il la tenait encore dans ses bras, à cheval sur lui, les mains ouvertes dans le dos de la fille, et voilà qu'à force de la regarder, il a reconnu enfin la petite sœur laissée au pays, avec tous ceux qu'elle avait vus mourir, elle, pendant qu'il roulait sur les mers. Alors, prenant soudain dans ses grosses pattes de marin cette tête retrouvée, il se mit à l'embrasser comme on embrasse de la chair fraternelle. Puis des sanglots, de grands sanglots d'homme, longs comme des vagues, montèrent dans sa gorge, pareils à des hoquets d'ivresse. Il balbutiait « Te v'là, te revoilà, Françoise, ma petite Françoise. » Puis, tout à coup, il se leva, se mit à jurer d'une voix formidable en tapant sur la table d'un tel coup de poing que les verres culbutés se brisèrent. Puis il fit 3 pas, chancela, étendit les bras, tomba sur la face. Et il se roulait par terre en criant, en battant le sol de ses 4 membres et en poussant de tels gémissements qu'ils semblaient des râles d'agonie. Tous ses camarades le regardaient en riant. « Il est rien soûl, dit l'un. « Faut le coucher, dit un autre. S'il sort, on va le fiche au bloc. » Alors, comme il avait de l'argent dans ses poches, la patronne offrit un lit et les camarades, ivres eux-mêmes, à ne pas tenir debout, le hissèrent par l'étroit escalier jusqu'à la chambre de la femme qu'il avait reçue tout à l'heure, et qui demeura sur une chaise, au pied de la couche criminelle, en pleurant autant que lui, jusqu'au matin.